ici en Outaouais par la CDROL, donc la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Puis merci à vous tous de vous être déplacés. Comme Daniel disait, vous êtes déplacés, vous avez fait plusieurs minutes de déplacement pour aller à votre écran. Donc, merci d'être là. Voilà. Donc, je laisserai sans plus tarder Daniel Brunette se présenter aussi un petit peu le contenu du webinaire, puis ensuite, ce sera M. Marion. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie et Evelyne, et merci de nous avoir ici. On m'a invité de parler aujourd'hui parce que j'ai passé le premier 20 ans de ma carrière dans le côté philanthropique avant de rentrer plus dans le monde coopératif et mutualiste, mais avec plein de chapeaux. Bénévoles et d'employés. Je me suis présentement retrouvé comme le président de Philanthropie Outaouais pour vraiment créer une fondation communautaire pour la région ici, qui est un grand besoin qui a été identifié. Puis je suis bien content de voir quelques-uns de mes collègues du CA sur l'appel aujourd'hui. Mais vraiment, ça va être en deux parties aujourd'hui. C'est les grandes lignes de la philanthropie pour démystifier comment que ça peut jouer un rôle pour les entreprises sociales, en plus des entreprises caritatives. Et ensuite, on va faire un survol rapide de c'est quoi une fondation communautaire. Et ensuite, M. Marion va parler des exemples un peu plus détaillés. Puis Annie va ajouter plein de choses comme Fondation communautaire du Canada au besoin. Mais sur cela, M. Marion. Alors, bonjour tout le monde. Euh, pour être concret, ben, il y en a plusieurs qui nous connaissent parce que on a aussi distribué de l'argent. On a distribué des dernières années à peu près 3 millions aux organismes de la région pour les Laurentides. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs, disons, qui apprennent ce que c'est la philanthropie laurentide par le biais d'argent qu'ils ont reçu dans le cadre des, du projet Relance, par exemple. C'est de l'argent qui nous vient du fédéral et qu'on est mandaté, nous, parce qu'on fait partie du réseau des fondations communautaires du Canada. Il y en a peut-être deux, ben là, Annie peut me rectifier, mais il y en a au moins, je pense que c'est 300 à travers le Canada, mais il y en a 11 au Québec qui font partie des fondations communautaires comme telles, comme Philanthropie Laurentide ou Philanthropie Outaouais. Mais notre mandat premier, c'est pas vraiment de distribuer de l'argent du fédéral, c'est vraiment d'aider les organismes, de supporter les organismes dans le développement de la philanthropie et puis de créer des fonds et de gérer des fonds de dotation. La particularité qu'on a, nous, à Philanthropie Laurentide, c'est qu'on s'est associé avec ce qui était au départ notre compétiteur, c'était la Fondation du Grand Montréal. Mais finalement, on s'est associé à eux pour représenter justement une plus grande force. Je vais vous raconter, parce que c'est un fait concret, là, comment moi j'ai connu les fondations communautaires. J'étais le directeur du musée d'art contemporain des Laurentides. Et puis à ce moment-là, on avait accès à Placement Culture. Placement Culture qui existe encore quand même, là, mais Placement Culture qui nous permettait de faire des campagnes de financement et puis d'avoir des montants qui sont appariés par le gouvernement du Québec. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une campagne de financement de 50 000 et puis le gouvernement du Québec pouvait ajouter entre 50 000 et 100 000, ça dépendait de la grosseur des organismes. Mais par contre, il nous obligeait à faire affaire, à déposer cet argent-là dans une fondation communautaire, membre des fondations communautaires. La seule qui avait pas loin d'ici, c'était la Fondation du Grand Montréal, mais euh, moi, je me disais, ça se peut pas, il doit en avoir dans les Laurentides, mais non, il n'y avait rien dans les Laurentides. Il y en avait dans la Nodière, il y en avait en Gaspésie, il y en avait un petit peu partout au Québec, mais pas dans les Laurentides. Alors, c'est pour ça qu'avec François Mercier, qui est décédé maintenant, j'ai créé la Fondation communautaire des Laurentides, qui est devenue Philanthropie Laurentide. Donc, c'est à partir d'un fonds de dotation. Le fonds de dotation, le fonds de dotation, bon, c'est sûr, Daniel pourrait nous en parler plus. C'est un fonds qui est à perpétuité. Enfin, moi, je le vois à perpétuité, même s'il y a d'autres modalités. C'est un fonds qui est créé comme, je parlais du musée tantôt, le fonds
est créé et seulement les revenus d'intérêt qui sont générés par ce fonds-là qui reviennent à l'organisme. Ça, c'est pour un organisme là, de notre envergure. Donc, depuis, je ne sais pas, depuis 10 ans, 11 ans, 12 ans que le fonds est créé, ben, le capital n'a pas bougé, mais l'organisme a toujours reçu des fonds, des revenus d'intérêt. Donc, c'est ce qui permet aussi que ce montant-là demeure à perpétuité ou ça dépend des modalités, là, mais mettons un fonds de dotation à perpétuité, ce fonds-là ne bouge pas. Alors, on peut recevoir bien plus que, je ne sais pas s'il y a 300 000, on peut recevoir beaucoup plus que 300 000 dans toutes les années où les entreprises ou entreprises d'économie sociale, ou BNL, l'organisme, vont recevoir de l'argent d'intérêt. Puis les taux d'intérêt sont avantageux parce que on s'est associé, nous, par exemple, à la Fondation du Grand Montréal qui gère 400 millions. Alors, c'est la force d'un montant comme ça qui permet de générer des revenus supérieurs à ce qu'on peut trouver dans une banque, par exemple. Et puis bon, Monsieur Marion, peut-être euh, que si ça oui, vous convient, je vais laisser Daniel peut-être présenter tout le côté plus théorique, le contenu, puis après ça, vous ah, pourriez OK, d'accord, je compléter sur, pensais que j'y allais tout de suite avec ça, vous là, pourrez par la suite compléter, si ça vous parce convient. que j'ai un autre cas concret à vous donner tantôt. Parfait, merci. Merci. Donc, parfait. Merci. Je vais partager mon écran, puis on va revenir aux grandes lignes après. Pouvez-vous juste me faire un petit signe que tout le monde voit bien l'écran avec ma face dessus? Oui? Mhm. Ah, parfait. Donc, comme j'ai dit, ça va être en deux parties. Premièrement, le côté c'est quoi la philanthropie pour démystifier ça un peu, puis ensuite, on va tomber dans les grandes lignes d'une fondation communautaire et on va rentrer dans les détails avec les exemples de M. Marion. Et il y a beaucoup d'informations. Je ne vais pas lire les diapos ligne par ligne parce que ça peut vraiment tuer la motivation. Mais c'est des grandes lignes. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez faire un suivi avec moi ou M. Marion ou plus ou moins n'importe qui d'autre qui est sur l'appel aujourd'hui pour en discuter. Mais la philanthropie, le monde pense souvent à argent, mais c'est vraiment dans trois choses. C'est ça peut être du temps, du talent ou du trésor, ou dans le contexte de don. Mais c'est toujours quelque chose que quelqu'un n'est pas obligé de faire. Donc, il y en a que par leur temps bénévole, il y en a par leur expertise dans un domaine ou par leur portefeuille, ils vont contribuer à l'amélioration de la communauté. Et tout le monde demande souvent c'est quoi la différence entre la charité puis la philanthropie. Mais grosso modo, la charité, c'est plus transactionnel. C'est quelque chose où est-ce que quelqu'un peut vous demander pour tu sais, appuyer l'équipe de hockey du coin ou pour faire un impact dans une activité qui se passe proche de chez vous. La philanthropie, c'est plus prendre un pas de recul puis regarder c'est où est-ce que je veux avoir un impact. Tu sais, il y a l'environnement, il y a les aînés, il y a la jeunesse, il y a plein de différentes choses. Donc, la philanthropie, à sa définition pure, là, ça parle de l'amour de l'humanité, mais on parle au sens large. C'est prendre une décision qui vise un impact à long terme et vraiment attaquer une cause qui peut avoir un impact sur plusieurs autres contextes et plus que juste la petite transaction immédiate. Mais avant de parler de philanthropie, il faut démystifier que c'est pas mauvais. Il n'y a personne qui se réveille le matin et qui dit ah, moi, je vais aller chercher de l'argent. OK? La réalité, c'est qu'il y a des très mauvaises perceptions de c'est quoi la philanthropie, que ça soit tu sais, tu sais, la pression indue qui est mise, les gens qui courent après des dons, des vendeurs de chars seconde main. Vraiment, j'aimerais ça que vous mettiez toutes ces perceptions-là et ces mauvaises perceptions-là de côté parce que au bout de la ligne du financement, c'est juste prendre des gens ou des entreprises qui ont les moyens de faire une différence et les mettre en lien avec des causes et qui peuvent en bénéficier. Donc, c'est très noble la philanthropie et la gestion de dons philanthropiques. C'est pas avoir ces mauvaises perceptions-là. Et s'il y a des gens dans votre bulle qui vraiment poussent et qui rendent les gens inconfortables dans le processus de financement, c'est pas l'image que vous voulez avoir. Mais quand on parle d'au Canada, qu'est-ce que ça a de l'air? Mais quand on parle d'organismes de bienfaisance ou organismes caritatifs, il y a 85 822 organismes
traditionnellement qui peuvent donner des reçus d'impôts caritatifs comme on pense. Et pour s'enregistrer comme entité comme ça, ils doivent rencontrer une des quatre catégories, si on veut, qui sont déterminées depuis l'époque d'Élisabeth Ier au Royaume-Uni. Là, ça date de belle lurette, mais c'est les grandes lignes. Donc, soit que ça soulage la pauvreté, soit que ça fait la promotion de l'éducation, soit que ça fait la promotion de la religion ou un autre fin qui est reconnu par les tribunaux. Puis c'est pour ça qu'on voit la protection des animaux, protection de l'environnement et ces choses-là comme étant capable d'accéder au statut d'organisme de bienfaisance. C'est en fonction de cette quatrième bulle-là. Mais si on regarde ces 85 000 ou 86 000 organismes-là, il y en a presque 7 000 qui sont des fondations privées. Il y en a presque 5 000 qui sont des fondations publiques. Puis, je vais en profiter pour mentionner, il y a 256 qui sont des coops quand on parle de l'économie sociale. La grosse différence entre les fondations privées et les fondations publiques, c'est est-ce que les gens qui siègent autour de la table décisionnelle ont des liens entre eux? Fait que quand on parle, on va dire, une fondation familiale, c'est facile de savoir que c'est les parents et les enfants, par exemple, peut-être le cousin, on ne sait pas. Mais pour les fondations publiques, c'est des gens qui n'ont pas de lien entre eux habituellement, qui siègent autour de la table. On pourrait parler une session complète sur comment approcher des fondations privées versus des fondations publiques, mais la réalité, c'est bon à comprendre la structure et le processus décisionnel, comment il peut être impacté si on connaît qui siège autour de la table. Si on regarde encore le survol du Canada au complet, on parle de 10,6 milliards en dons qui viennent par les individus par année. Mais on regarde au Québec, c'est 130 le don médian. Donc, quand on enlève tous les gros dons et la moyenne et ainsi de suite, le don médian au Québec est beaucoup plus bas que le don médian au Canada. Ça, c'est parce que, entre autres, juste l'historique, l'économie sociale est beaucoup plus forte au Québec et le côté philanthropique beaucoup plus influencé par le côté religion. Encore une fois, on pourra en parler bien longtemps, mais euh, au Québec, il y avait l'État-providence pendant longtemps où est-ce que tu donnais à l'Église, puis l'Église s'occupait de faire le bien dans la communauté. Donc, ça a affecté le développement de la culture philanthropique. Côté anglophone, c'est différent, mais on ne se le cachera pas, le Québec n'a pas la culture philanthropique ni le réflexe philanthropique qu'on peut trouver ailleurs. Une chose que j'aimerais dire, par contre, c'est que le 10,6 milliards ne compte pas l'argent qui est donné que ce soit à une épicerie ou ainsi de suite. Tu sais, il estime qu'il y a environ un autre milliard qui n'est pas rapporté dans les déclarations de revenus et ainsi de suite parce que c'est des petits dons ici et là pour des petits projets qui ne comptent pas et qui ne reçoivent pas des reçus d'impôts. Donc, c'est important de garder tout ça en tête quand on regarde les chiffres, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ce 10,6 milliards-là, une partie dans les poches des organismes qui nous tiennent à cœur. Quand on parle d'économie sociale, c'est vraiment très important de comprendre que les organismes de bienfaisance, en particulier les fondations privées et publiques, n'ont juste droit de dépenser leur argent de deux façons. Soit qu'ils font leurs propres activités de bienfaisance, donc c'est eux qui mettent en place des programmes, ou soit qu'ils font des dons à des donateurs reconnus. Donc ça, c'est des subventions. Donc le plus simple, c'est si par exemple je suis une fondation et j'ai un programme de bourse. C'est moi qui choisis les récipiendaires, je le finance et ainsi de suite. C'est notre activité. Ça peut compter les salaires, toute la bâtisse et ainsi de suite. Euh, si je fais une subvention à un autre organisme de bienfaisance, bien là, ça tombe dans la deuxième catégorie et la responsabilité fiduciaire de s'assurer que ces sous-là sont utilisés pour des fins caritatives réside avec l'organisme qui a reçu les fonds. Donc, soit qu'on s'en occupe nous autres mêmes, ou soit qu'on fait une subvention à quelqu'un d'autre, puis eux s'occupent de mettre en œuvre le projet. Ceci dit, dans nos propres activités, c'est possible de travailler avec des intermédiaires. Donc, lorsque ce n'est pas un employé ou un des bénévoles de la fondation qui fait le travail, c'est possible d'acheminer des sous à un organisme qui est en parallèle dans sa vision ou dans ses activités, qui permettent d'être un intermédiaire sur le terrain. Donc, si par exemple, moi, je veux
construire un orphelinat avec ma fondation, je sais pas, sur la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est pas moi, personnellement, qui va prendre un avion, qui va aller louer un bulldozer, puis préparer le terrain, puis construire l'orphelinat. Je vais travailler avec des partenaires. C'est la même chose si c'est au Canada. L'idée, c'est que la fondation, bien que ses propres activités, doit maintenir la direction et le contrôle sur les activités. Donc, je peux payer un consultant pour aller faire une recherche sur les besoins en sécurité alimentaire, par exemple. Qui fait cette recherche-là? Ça pourrait être l'entreprise sociale, ça pourrait être une analyse des procédures environnementales pour certains organismes dans la communauté. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de rôles différents, mais c'est toujours, il faut que ça s'aligne avec les objectifs de la fondation ou de l'organisme caritatif. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui se sont brûlés dans le passé, où est-ce qu'ils disaient, oh oui, tu sais, je suis impliqué avec telle fondation, on peut juste prendre leur numéro, puis ça va bien passer. C'est pas le cas. Puis c'est ça qui est vraiment dangereux pour l'organisme de garder son statut. La deuxième option, c'est de participer comme co-entreprise, donc partager les ressources. Donc, on paye chacun une certaine section. Le développement économique communautaire peut cadrer dans ce contexte-là. C'est juste qu'il faut justifier que le développement économique communautaire, c'est pour des fins ultimement caritatives et de bienfaisance. Et ensuite le partenaire coopératif, ça, c'est quand chacun a sa propre responsabilité d'un projet et l'organisme de bienfaisance et les entreprises sociales ou traditionnelles mettent des sous dans l'activité. Ce que vous avez besoin de vous rappeler dans tout ça, c'est que oui, c'est possible pour les organismes de bienfaisance de donner de l'argent euh, à des organismes des entreprises de l'économie sociale si la responsabilité est bien cadrée, s'il y a une entente, un contrat qui stipule vraiment c'est quoi les besoins. Puis si c'est un projet de 50 000, ben, on ne transfère pas 50 000 d'un coup. Tu sais, c'est peut-être un 10 000, puis après ça, quand il y a des objectifs en chemin qui sont faits, tu sais, il y a un autre 10 000 qui est donné et ainsi de suite. Donc, soit que je donne l'argent à quelqu'un d'autre ou un autre organisme qui a le statut d'organisme de bienfaisance, soit que c'est mes activités à moi en tant que fondation et j'ai une structure en place pour s'assurer que c'est bien fait. Ceci dit, dans le 86 000, c'est bon de réaliser qu'il y a plein autres donataires reconnus, donc d'autres entités qui peuvent donner l'équivalence d'un reçu d'impôt et qui peuvent recevoir des subventions des organismes. Donc, ces entités-là pourraient être aussi en partenariat avec des organismes de l'économie sociale. Entre autres, on parle des associations canadiennes enregistrées de sport amateur. On pense à Soccer Canada, Aviron Canada, ces choses-là. Quidditch Canada, pour ceux qui sont des fans de Harry Potter. Oui, ça existe, ils ont leur statut. Les organismes journalistiques enregistrés, donc il y a 11 journaux qui aident à garder les élus et la communauté honnête, si on veut. Et c'est pour ça l'argument pourquoi ils ont été vus comme un bien communautaire. C'est assez récent. Les municipalités qui sont souvent un outil intéressant, surtout quand on parle des communautés rurales et éloignées, où est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'organisme sur le terrain, mais ils veulent encourager la promotion des arts dans telle petite communauté, par exemple. La fondation pourrait subventionner, par exemple, un petit village dans le nord du Québec pour faire une exposition d'art, par exemple. Euh, la très, très, très grande majorité, plus de 5000 municipalités au Canada, ont le statut de donataire reconnu. C'est vraiment juste une question de remplir une feuille par année. Puis, à moins que ce ne soit pas une municipalité incorporée, comme qu'il y en a dans le nord de l'Ontario, par exemple, c'est très, très rare que les municipalités ne le font pas dans leur processus administratif. Les organismes municipaux ou publics qui remplissent des fonctions gouvernementales, euh, ça peut être des commissions scolaires des fois, mais le point que j'aimerais faire là-dessus, c'est les communautés autochtones. Il y a quelques années, il y a eu un cas juridique où est-ce que il y a une communauté autochtone en Colombie-Britannique qui ont dit, ben nous, on a signé une entente avec le gouvernement, on est reconnu comme agissant, remplissant des fonctions gouvernementales. Donc, ça a passé au travers du processus juridique et ça a été reconnu. Donc, la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait 153 communautés autochtones qui ont le statut de donateur reconnu. Euh, je- Autre chose, les universités à l'étranger, c'est s'il y a des étudiants canadiens, souvent ça se classe, c'est toujours les mêmes et surtout honnêtement dans les pays avec des liens d'Europe de l'Ouest, si on peut dire, donc
en Europe ou en Australie ou Nouvelle-Zélande et ainsi de suite, très peu ailleurs. Euh, si le gouvernement du Canada a fait une subvention à un projet, souvent c'est des projets internationaux, ça peut compter pour quelques années. Vous pouvez faire des contributions comme individu ou les fondations et organismes de bienfaisance peuvent envoyer de l'argent. Les sociétés d'habitation pour les aînés, il y en a juste 2 enregistrées au Canada, fait qu'on ne prendra pas de temps là-dessus. Euh, vous pouvez donner plus d'argent, les fondations peuvent donner plus d'argent aux provinces ou au gouvernement du Canada s'ils veulent. Très peu le font, mais des fois, il y a des projets communs. C'est en dehors par contre, du monde politique. Les organismes caritatifs n'ont pas le droit de donner de l'argent aux entités politiques. C'est vraiment dans le contexte d'un projet plus structuré. Et dans le contexte des Nations Unies aussi, donc on parle UNICEF par exemple, UNICEF Canada, c'est pour ça qu'ils ont le statut d'organisme de bienfaisance. Tout ceci dit, en plus du 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés, en plus de tous ces plusieurs mille autres donataires reconnus, il faut garder en tête que 66 000 OBNL, comme on dit dans le reste du Canada, ou OSBL, comme on dit au Québec, qui n'ont pas le statut d'organisme de bienfaisance, mais qui font souvent du bien, soit dans la communauté. Donc, c'est leur choix, soit parce qu'ils veulent pas tout le fardeau administratif de faire la paperasse, ou simplement, c'est peut-être la petite équipe de baseball locale, ils n'ont pas besoin de statut d'organisme de bienfaisance, euh, mais ils cherchent tout de l'argent aussi. Fait que ça peut venir être vu comme venant en compétition. Où est-ce que l'argent va, vous dites? Ben voici, je ne passerai pas ligne par ligne, mais ça donne une bonne idée de où est-ce que les subventions vont. Oui, 40% à la religion, c'est encore très important, mais ça compte toutes les subventions. Et qu'on peut s'imaginer, le pourcentage à la religion, bien que c'est stable, diminue en corrélation directe avec le nombre de gens qui vont dans les différentes institutions religieuses de nos jours. Mais ça donne une idée de l'argent comment est partagé. Le petit bémol que j'aimerais mentionner là-dessus, c'est qu'il faut garder en tête qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà travaillé au repère jeunesse à Ottawa, ou le Boys and Girls Club, qui officiellement était reconnu comme services sociaux, donc le 11% que vous voyez au bas de l'écran. Ceci dit, on avait certains piliers, dont le leadership, éducation, art et culture et conditionnement physique. Donc, s'il y avait un donateur ou une donatrice qui donnait parce qu'il voulait encourager, par exemple, notre pilier qui était le programme d'art pour les jeunes, ça compterait toujours sous services sociaux. Ça ne compterait pas dans le 1% qui est art et culture en haut. Donc, c'est important de penser comment l'Agence de revenus du Canada définit l'organisme de bienfaisance, n'est pas nécessairement comment le donateur ou l'organisme eux-mêmes se définit leur programme. Euh, Quand vous cherchez du financement, les grandes questions sont toujours les mêmes. Donc, c'est-tu pour nos propres fins d'opération, gestion? On veut une permanence, par exemple. On veut être capable de faire tel projet. Ça peut être un programme en particulier, ou ça peut être un projet spécial comme la construction d'un nouvel immeuble. Est-ce que c'est parce que vous aimeriez de votre côté avoir un programme de subvention? Donc, si on parle de programme de bourse, par exemple. Et ensuite, réserve et fonds de dotation. Donc, M. Marion nous a parlé des fonds de dotation. On recommande toujours aux organismes d'avoir une réserve. Si jamais il y a un temps plus difficile, comme on a vu dans la COVID, ça frappe fort quand il y a des choses inattendues. Et les fonds de dotation, c'est bien une fois qu'il y a un petit coussin dans la réserve, si par exemple, il y a de l'argent qui rentre, un leg ou quelque chose comme ça, ou une vente d'une bâtisse qui nous permet d'avoir plus d'argent que qu'est-ce qu'on a besoin dans la réserve, bien, on peut créer un fonds de dotation et c'est justement les retours sur les intérêts qui permettent d'avoir de l'argent qui rentre sans courir après côté financement. Ça vaut la peine de mentionner, bien que il y a plusieurs personnes sur l'appel qui ne donnent pas des reçus d'impôt, les erreurs les plus courantes sont là. Donc, les reçus d'impôt qui ne sont pas corrects, qui ne rencontrent pas les normes ou qui sont incomplets. Les gens qui disent, oh, on a un super bel organisme, mais qui ne peuvent pas articuler sur quoi leur planification stratégique ou leur plan de financement, qui pensent que parce que c'est une très bonne cause, les portes vont s'ouvrir et tout l'argent va arriver. Ça ne fonctionne juste pas comme ça. Mauvaise gestion de documents. Donc, si vous n'êtes pas capable de retracer c'est qui les anciens donateurs ou les parties prenantes les plus importantes, ça devient problématique.
Mauvaise gouvernance, malheureusement, c'est une réalité. 70% des organismes à but non lucratif, au sens large, n'ont pas d'employés, donc c'est souvent à la merci des bénévoles qui mettent de cœur et d'esprit, mais quand il y a des transitions au CA ou ainsi de suite, des fois on perd l'information, donc il faut mettre en place des processus plus centralisés. Et ne pas investir dans l'expertise, souvent, il y a une question de, ah, bon, on a besoin de mettre à jour nos statuts et règlements, par exemple. Ben, si vous n'avez pas quelqu'un sur le CA qui peut aider avec ça, euh, c'est pas Daniel assis devant son ordinateur avec une tasse de café qui peut tout rediriger, reconduire ça à l'avant. Il faut vraiment avoir une expertise qui permet d'accompagner. Même principe pour si vous écrivez une demande de financement, ben, si vous faites une demande pour 25 000, c'est quelque chose que les gens autour de la table peuvent probablement aider, mais si vous faites une demande de 1,3 million pour une nouvelle bâtisse, ça serait bon peut-être travailler avec un expert conseil qui pourrait vous accompagner dans ce processus-là, que ce soit de l'expertise de votre pôle local ou de votre CDR ou juste un consultant ou une consultante autre. C'est important d'investir dans cette expertise-là. Quand on parle de financement, c'est important de vraiment voir c'est quoi les différentes sources de financement qui sont possibles et d'avoir une stratégie pour chacun d'elles. Donc, la très grande majorité des dons viennent des individus et des familles. Vous devez comprendre pourquoi ils donnent. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a beaucoup de recherches. Ce n'est pas tout le monde qui ont les mêmes approches. Pourquoi quelqu'un donne? Est-ce qu'ils sont parce qu'ils ont bénéficié du programme de leur côté dans le passé? Est-ce que c'est quelque chose où est-ce que ça fait des générations que la famille donne à cette cause? Est-ce qu'ils connaissent, ils connaissent pas l'organisme, votre organisme trop, mais ils croient au sens large de je veux protéger l'environnement, puis c'est le premier projet qui se présente devant eux. Donc, les événements motivateurs ou catalyseurs, c'est très important de les comprendre dans votre approche. Si vous êtes basé sur une membriété, ben, c'est certain de les comprendre, la source de financement. Quand on parle du monde coopératif, c'est certain le financement des membres est important, mais ça peut être juste des membres d'une équipe de baseball ou ainsi de suite aussi. Les fondations privées ou publiques, comme j'ai dit, comprendre la différence entre les deux. Vous pouvez aller dépenser des mille et des mille de dollars sur des bases de données qui vont vous permettre de faire une analyse approfondie des différentes fondations et toutes ces choses-là, ou vous pouvez juste aller sur l'Agence de revenus du Canada ou des sites Internet comme charitydata.ca, puis juste travailler avec des mots-clés. C'est un peu plus long, c'est un peu moins précis, mais c'est gratuit, puis ça peut être fait par quelques bénévoles qui s'assoient devant leur ordi pendant une soirée. Puis ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui finance, c'est quoi la grosseur et ainsi de suite. Souvent, c'est quoi le don moyen qui sont donnés à des organismes comme le vôtre. Donc, c'est beaucoup de mise en place, si on veut, d'un processus et d'un pipeline de donateurs potentiels. Les autres organismes de bienfaisance, comme j'ai mentionné, si vous n'avez pas le statut vous-même les organismes de votre réseau, ben, ils peuvent peut-être se positionner comme intermédiaires avec des projets communs. Très commun, surtout dans le monde environnemental, de travailler en collaboration. Et c'est vraiment assez logique aussi. On veut s'aligner avec un réseau de gens et d'individus qui partagent nos valeurs et nos objectifs. Les autres donateurs reconnus, bien, on a passé au travers des listes tantôt. N'oubliez jamais le gouvernement, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. M. Marion a mentionné qu'il y a du financement qui est sorti du fédéral récemment à plusieurs niveaux. Plusieurs de ça ont passé par Fondation communautaire du Canada ou au Québec, le chantier de l'économie sociale, mais c'est du financement accessible et qui est là pour bâtir des communautés plus fortes. Et de plus en plus, c'est pas limité seulement aux organismes de bienfaisance, mais ce que le gouvernement fédéral appelle les organismes à vocation sociale. Donc, dépendamment de comment vous définissez ou les organismes se définissent, c'est important de comprendre ces détails-là. L'association club, qu'on parle de Richelieu, Kiwanis, il y a plein de groupes qui sont là pour aider et qui aiment contribuer en groupe, soit par des heures de bénévolat ou par une sorte de petite campagne interne. Donc, ne pas euh, éliminer ça de votre processus de réflexion. Et souvent, c'est peut-être pas là qu'il va y avoir le plus gros argent, mais si ça vous donne si elle est présentée à une session du Club Optimiste, par exemple, ça vous permet de partager le message de votre organisme, mais ça peut débloquer de l'argent plus tard parce que c'est le bouche à oreille qui fait tellement de différence dans le monde du financement.
le côté entreprise, le monde, c'est là que leur cerveau va habituellement en philanthropie. C'est, ah, on va parler aux grosses compagnies locales. Mais la réalité, c'est que les dons d'entreprise comptent juste pour à peu près 8% de tout l'argent qui est contribué au monde philanthropique. Ça, c'est parce que la majorité des entreprises, des compagnies ne veulent pas nécessairement juste faire un don, mais ils veulent de la visibilité. Et c'est mutuellement exclusif quand on parle de dons et de commandites. Donc, tout de suite, quand vous mettez un logo quelque part, vous donnez une plateforme pour adresser la foule et ainsi de suite, ça devient une commandite. Et si vous avez un statut d'organisme de bienfaisance, vous ne pouvez pas donner un reçu d'impôt à une entreprise qui donne des commandites. On pourrait faire une autre session d'une journée au complète sur les erreurs communes, mais quand je parlais des défis que les dons et les reçus d'impôt plutôt, c'est là souvent le problème. Si une compagnie achète une table de 10 billets puis une table à un de vos événements, ce n'est pas, ce n'est pas caritatif. Ils ne peuvent pas parce qu'ils reçoivent un repas et visibilité en échange et ainsi de suite. Prêt et placement d'impact, ce n'est pas nécessairement la philanthropie au sens large. Des fois, les gens peuvent contribuer à une fondation et la fondation elle-même fait de l'investissement d'impact. Mais n'oubliez pas qu'il y a de l'argent qui est là, que ce soit aller à votre caisse locale ou à des programmes de prêts et de financement. Il y a un gros mouvement maintenant qui promouvoit mobiliser le capital privé et institutionnel pour le bien commun. Donc, c'est toute une vague qui pourrait vous intéresser de ce côté-là, que ça vienne directement des investisseurs ou que ça passe par un organisme caritatif, comme la Fondation North Pine, par exemple, ou la Fondation Atkinson, et ainsi de suite. Et ensuite, les entreprises sociales, l'entreprise à vocation sociale, comme j'ai mentionné, ça peut être des collaborateurs, des entités qu'eux, ils ont soit du financement ou qui peuvent rentrer dans un rôle comme collègues dans une initiative commune. Quand on parle de philanthropie au sens large, il y a trois grands piliers: annuel, majeur et planifié. Donc, quand on parle de c'est quoi les dons annuels, c'est vraiment tous les petits dons qui, ensemble, ont un impact. Donc, ça peut être des événements que vous mettez en place, des événements que les autres mettent en place pour bénéficier votre organisme, ou c'est un événement tiers. Je ne dis pas d'aller chercher de l'argent ailleurs, mais si, par exemple, vous êtes invité à une réception du regroupement des gens d'affaires, allez-y, puis apportez votre petite pin qui dit avec quel organisme que vous êtes, parce qu'encore une fois, ça l'aide avec le bouche-à-oreille et l'implication à long terme. Les dons en ligne, oui, il y a des possibilités de donner au travers des médias sociaux et ainsi de suite. C'est pas, c'est très transactionnel, ça. Puis moins en moins, les gens répondent aux courriels, mais si vous voulez avoir une plateforme qui vous permet d'avoir des dons en ligne. Et l'avantage avec la structure maintenant, qu'on parle des GoFundMe et ainsi de suite, qui, oui, sont en compétition et enlèvent le message des organismes de bienfaisance, si vous n'avez pas le statut d'organisme de bienfaisance, vous pouvez quand même faire du financement au travers de ces plateformes-là. Il y a aussi des choses comme la ruche au Québec qui est très intéressante. Ce n'est pas des dons caritatifs, mais c'est quand même des contributions que les gens et organismes peuvent faire vers une cause auquel ils croient. Bon, ben, les lettres de moins en moins populaires, puis surtout pas le public postage, mais le courrier de quartier, c'est un exemple. Par exemple, si vous avez un projet qui touche une région spécifique, mais c'est possible de travailler avec Post Canada pour envoyer des lettres seulement à un certain nombre de codes postaux pour votre événement de mobilisation contre l'activité minière dans Petite Nation, par exemple. C'est vraiment vous qui contrôlez ça. Mais c'est certain, plus que le projet est personnalisé, plus que la lettre est personnalisée, plus que ça va être, il va y avoir un haut taux de réponse. Et il y a eu des études qui ont regardé plein de choses. Vraiment, si la lettre est, il y a une règle de 7 secondes, si on veut, là, les gens reçoivent une lettre, en 7 secondes, ils vont décider s'ils l'ouvrent, puis s'ils l'ouvrent, ben, en 7 secondes, ils vont décider s'ils font quelque chose avec. Et ils vont regarder trois choses. Un, mon nom, est-tu écrit correct? Deux, y a-t-il quelque chose en caractère gras? Et trois, y a-t-il un PS au bas de la lettre? Puis c'est ça que les gens vont mettre l'emphase dessus. Donc, pensez à ça quand vous écrivez une lettre. Et s'il vous plaît, pas écrire des lettres de 10-12 pages, là, les gens ne lisent pas ça. Télémarketing, c'est les appels qu'on reçoit à l'heure du souper, très peu populaire de nos jours, mais ça fonctionne encore. Et pas d'autres projets, loterie, jeux, vente, activités communautaires. La seule chose que je mentionnerais par rapport à ça, c'est si vous faites une loterie, gardez en tête qu'il y a des règles autour de ça et il faut avoir des permis pour le faire. Quand on parle des dons majeurs, ça, si on parle des dons importants des individus, des fondations, des gouvernements,
ce que vous dites, ce que j'aimerais mentionner, c'est que si vous avez un employé à temps plein qui travaille dans les dons majeurs, on parle d'à peu près 100 dossiers par année. OK? C'est ça qu'il faut pour soit maintenir la relation, faire les rapports et ainsi de suite qui s'y rapportent. Et si vous avez des bénévoles, même pas plus que 5 ou 10 dossiers par bénévole, sinon ça va être perdu. La quatrième bulle, par exemple, de la définition variable, c'est très important. Puis on ne le fera pas en ce moment, mais si je poserais la question à tout le monde sur l'appel, c'est quoi exactement un don majeur pour vous? Il y en a qui diraient, ah, ben, tu sais, c'est n'importe quand que je donne plus que 50$ ou 500$, et ainsi de suite. Mais il y en a pour qui, tu sais, ça, c'est des peanuts. Puis ça dépend aussi beaucoup pour l'organisme. Donc, moi, par exemple, quand j'ai travaillé à l'Université d'Ottawa, un don majeur commençait à quelqu'un qui donne plus de 25 000 par année. Quand je travaillais au repère jeunesse, puisqu'on avait très peu de donateurs en dehors de nos événements, n'importe qui donnait plus de 500$ cash, ben cash, chèque et Visa, et ainsi de suite, était un donateur qu'on s'intéressait côté majeur. Donc, c'est très important de comprendre, d'avoir votre propre définition de c'est quoi un don majeur, parce que ça implique une relation un peu différente, mais aussi comprendre qu'un don majeur pour un individu peut varier énormément considérant sa contribution financière, puis quelqu'un qui vous fait un don peut-être de 100$, mais qui a des moyens très restreints, pour eux, c'est peut-être le seul don qu'ils font pendant l'année. Donc, c'est important de garder ça en tête. Euh, dans les fondations privées, bien, encore une fois, j'ai mentionné, c'est surtout les familles. Si vous connaissez une personne dans la famille et et qui aime votre projet, ça peut certainement aider à débloquer de l'argent plus vite. Puis gardez en tête aussi que c'est plusieurs fondations corporatives, on va dire TELUS, c'est des gens de TELUS qui siègent autour. Fait que bien que c'est considéré une fondation privée, c'est pas dans le contexte familial. Donc, c'est important de garder en tête que tout ce processus-là aussi. Et les fondations publiques, ça peut être très général, ça peut être un thème comme Santé Gatineau, par exemple, ou ça peut être une fondation communautaire qu'on va explorer un petit peu plus tard. Et ensuite, le troisième pilier, c'est les dons planifiés. Puis ça, on parle surtout de legs. 90%, c'est les legs. Puis ça, je dis, soit dans mon testament, je donne tel pourcentage, je donne tel montant ou tel résiduel. Puis je vous le cacherai pas, dans les communautés francophones, que ce soit au Québec ou ailleurs, euh, très peu d'organismes parlent de dons planifiés parce que c'est tabou, c'est de l'argent et c'est la mort, de choses qui stressent beaucoup le monde. Et à moins que ce soit quelqu'un impliqué dans le monde de tu sais, le monde médical, si on veut, ou le monde juridique, très peu de gens sont confortables de parler des dons planifiés. Et c'est pour ça aussi qu'il y a juste dans le 25% des cas que les gens vont le mentionner à l'organisme. Mais si vous êtes l'organisme, puis quelqu'un vous mentionne qu'ils vous ont mis dans leur testament, il ne faut pas le prendre pour acquis. C'est très important de reconnaître ça et de comprendre leurs intentions pour vous assurer que vous pouvez vraiment honorer ce qu'ils veulent. Et juste pour mettre une petite carotte, le don planifié moyen au Canada, c'est 22 000. Donc, c'est très possible qu'avec ces points-là, vous arrivez à votre bureau, que vous soyez un organisme caritatif ou non, qu'il y ait une lettre d'un notaire qui dit telle personne est décédée, vous avez tu sais, 50 000 qui s'en vient. Euh, une fois que ça va passer de la machine juridique suite à un décès. Donc, c'est important d'avoir un plan de qu'est-ce qu'on fait si cet argent rentre là. Est-ce qu'on a des dettes à payer? Est-ce qu'on fait une réserve? Est-ce qu'on le met dans un fonds de dotation? C'est toujours bon et c'est bon d'avoir ces discussions-là bien avant que les legs se réalisent comme tels. Mais c'est aussi pas quelque chose où vous allez mettre la pression. N'approchez pas quelqu'un pour dire puis là, je vais utiliser Annie parce que je la connais. Hey Annie, tu sais, quand tu frappes le mur et tu décèdes, laisse-nous donc de l'argent. Si tu fais ça, ça va brûler des ponts assez rapidement. Donc, vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est juste mettre les gens au courant que c'est possible, que ce soit dans vos bulletins qui disent, tu sais, on est très honoré que telle personne euh, nous fait confiance et nous a confirmé un leg, c'est certain, avec sa permission, ou que nous avons le plaisir et c'est avec regret que telle personne est décédée, mais c'est avec grand cœur que nous acceptons cette contribution testamentaire et ainsi de suite. Il y a des façons de préparer le terrain, si on veut, parce que vous n'allez jamais savoir quand quelqu'un va décéder. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est ces décisions-là sont faites tu sais, dans les derniers jours de la personne, quand ils sont aux hospices et ainsi de suite. Et malheureusement, un organisme que la personne est impliquée pendant 20-30 ans
n'est pas autour de la table ou quand le notaire demande est-ce que vous avez des organismes en tête, puisque la conversation n'a jamais eu lieu, ils ne vont pas penser à vous, puis ils vont laisser juste l'argent à l'endroit pour les soins palliatifs et ainsi de suite, qui sont d'une très bonne cause, mais qui ne sont pas nécessairement où est-ce que le cœur de la personne était pendant la majorité de sa vie. Assurance vie, ça compte juste pour 2% de toutes les subventions, mais c'est très intéressant et ça prend de l'ampleur parce que vous pouvez payer, on va dire, 25 par mois en ce moment, puis ça va devenir un 250 000 suite à votre décès. Fait que les fondations communautaires et autres organismes ne devraient jamais donner des conseils financiers, on n'est pas des fiscalistes et ainsi de suite, mais on encourage certainement les gens à explorer tous les processus. Il y a d'autres façons de donner, je ne rentrerai pas dedans. C'est important de garder en tête que la majorité des donateurs qui font un don planifié sont des gens qui ont contribué de façon régulière pendant leur vie. Donc oui, quand on parlait des dons annuels tantôt, c'est peut-être juste un 25 ou un 50 qui rentre par année. Mais si je fais ma planification, moi, j'aimerais bien mieux avoir quelqu'un qui donne 100 par année pendant 20 ans qu'une personne qui donne 2000 une fois. Parce que ça démontre la loyauté et statistiquement, c'est ce genre de personnes-là que c'est plus réceptif à l'idée des dons planifiés. Puis le lien avec les dons majeurs, c'est certain, mais ça fait des fois des gens vont dire ben, je ne peux pas donner 100 000 là, mais j'aimerais faire tel projet. Donc, je vais donner un 25 000 là, puis une planification de 75 après mon décès. Donc, qu'est-ce qui est important au point de vue quand les donateurs regardent votre organisme? C'est quoi votre mission, vision? Y a-t-il une étude de faisabilité? Juste dire, ah, c'est une bonne cause, c'est un bon projet, sans qu'il y ait la structure, ça peut être problématique. Si vous ne pouvez pas avoir de l'argent de votre caisse ou de votre banque, les chances, vous n'aurez pas de donateurs alignés non plus. La plus-value, donc, si vous êtes un organisme qui travaille avec les jeunes, par exemple, c'est quoi la différence entre vous et tous les autres organismes pour les jeunes dans la région? Donc, c'est bon d'être capable de démontrer très rapidement c'est quoi votre intérêt. Gestion de l'information, si quelqu'un vous a dit non, rapprochez-les pas 6 mois plus tard, puis assurez-vous que ce n'est pas 6 différents bénévoles qui approchent le même donateur ou la même donatrice. Le pitch d'ascenseur, le fameux, bon, si je suis dans l'ascenseur avec quelqu'un pendant 15 secondes, puis il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, vous voulez vous assurer que non seulement vous êtes capable d'expliquer votre organisme, mais que tous les membres du CA peuvent dire, et les employés, s'il y en a, disent la même chose. Et que tout le monde est d'accord sur ces points-là, parce qu'il n'y a rien qui va détruire la réputation plus vite, outre la fraude, là, il n'y a rien qui va défaire si le monde ne sont pas sur la même page. Puis ensuite, juste comprendre à qui vous parlez. Si c'est-tu quelqu'un qui a un rôle dans la communauté d'affaires, c'est-tu quelqu'un qui eux-mêmes viennent d'une famille très, très bien établie côté financier. Donc, vraiment comprendre à qui vous parlez, puis faites certain que les gens qui parlent en votre nom connaissent les besoins et les priorités de l'organisme. Ensuite, donc, qu'est-ce qui est important? Mais le cycle. C'est tout un cycle où est-ce que vous devez découvrir ce qui est le donateur potentiel, vous devez travailler pour les approcher puis les sensibiliser à votre cause. Vous faites la demande et n'oubliez pas la fidélisation. Donc, c'est pas parce que quelqu'un donne une fois que vous allez les revoir l'année prochaine sans leur parler entre et dire OK, bien, vous avez donné 5 000 l'année passée, aimeriez-vous donner 5 000 encore cette année? Si vous n'ont pas entendu, ils vont fermer la porte assez rapidement. Éthique et transparence, ça, c'est une autre question. Ben, vous voulez faire certain que tout est toujours le plus clair possible et qu'il n'y a pas personne qui peut être accusé de conflit d'intérêts, conflit d'éthique et ainsi de suite, parce que ça peut vraiment affecter la réputation de l'organisme. Euh, Maintenir des relations. Donc, tout est relationnel. Les gens ne vont pas vouloir contribuer ou travailler avec vous s'ils n'aiment pas travailler avec les gens autour de la table. Donc, ça implique les donateurs, ça implique les conseillers professionnels, ça implique les bénévoles, mais c'est toutes des relations différentes que vous devez maintenir et c'est important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ces bulles-là, si on veut. Et ensuite, la protection de l'image de marque, ça, c'est, euh, c'est beaucoup plus que le marketing. Si, par exemple, vous avez un événement, par exemple, qui rapporte, je ne sais pas moi, 50 000 net à votre organisme, c'est parfait, mais si la page dans le droit le lendemain, c'est que l'ADG puis le président du CA sont, euh, sont retrouvés sur la rue, puis c'est la photo qu'il y a, ben, c'est ça que les gens vont se rappeler de votre organisme. Ça ne sera pas le fait qu'il y a eu un bel événement de célébration de la cause et de l'organisme. Ils vont se rappeler que c'est l'après-célébration du leadership qui a vraiment traîné. Puis le T3010, c'est le fameux formulaire que n'importe quel organisme de bienfaisance doit remplir. C'est de l'information publique, donc vous devez juste assurer
que c'est bien rempli. Avant que je fasse un petit survol rapide des fondations communautaires, est-ce qu'il y a des questions en ce moment? Il y avait une question dans le chat, comme on dit. Donc, de Patrick qui dit, je pensais que la philanthropie était une action agir de manière purement désintéressée, mais je trouve trop de cas où l'on trouve des intérêts. Augmenter son indice RSE pour les entreprises, réduction d'impôts, etc. Est-ce qu'il y a des organismes qui contrôlent tout cela? Très, très bonne question. Donc, toute la question, il va toujours avoir un intérêt pour la philanthropie dans le contexte de si quelqu'un, tu sais, très peu de gens donnent juste au sens global. Voici pour le bien de. Mais s'ils ont un intérêt pour l'environnement, ils vont contribuer à des causes pour l'environnement. Donc, personnellement, il y a l'impact communautaire des côtés corporatifs, ça revient au point que j'ai mentionné plus tôt. Euh, Puis c'est ça qui affecte souvent la vision. C'est la raison que la Fondation TELUS appuie beaucoup les programmes pour les jeunes, c'est parce que c'est les jeunes qui achètent des téléphones, là, on ne se le cachera pas. Mais tu sais, c'est au sens plus large. Tu sais, Clean Tire Jumpstart, le côté corporatif, ben eux, tu sais, ils achètent de l'équipement de sport, puis tout, encore une fois, c'est vers les jeunes. Fait que il y en a qui s'alignent très proche avec leurs affaires, il y en a que c'est plus le sens large, mais comme chaque individu va faire sa décision personnelle, l'implication corporative, des fois est réelle, des fois est un peu teintée, si on veut, en bon français, là. Donc, c'est une très bonne question, mais euh, la dissociation, si on veut, c'est vraiment entre il ne peut pas avoir un retour direct pour un côté corporatif à la personne. Puis côté reçu d'impôt, ça c'est un autre point aussi. La recherche démontre que seulement dans 23% des cas, est-ce que le reçu d'impôt est un rôle décisif dans la contribution. Ceci dit, on ne se le cachera pas. Si quelqu'un fait un don de 100 $ vers un organisme à vocation sociale, par exemple, puis il n'y a pas de reçu d'impôt, ben, peut-être va s'en foutre parce que c'est le bien de l'organisme. Si ça prête à donner 100 000 $, ben là, la question de reçu d'impôt devient beaucoup plus importante. Mais souvent, tu sais, c'est les comptables et les fiscalistes qui font ces décisions-là avec le donateur ou la donatrice. C'est le donateur, lui, fait juste approcher son équipe et dire j'aimerais contribuer à telle chose. Fait que ça revient à la question plutôt que le relationnel avec les professionnels, l'expert conseil peut jouer un rôle déterminant dans le succès de votre organisme. Est-ce que ça répond à votre question? Oui? OK. Bon, ben, je vais continuer. Donc, les fondations communautaires, on parle depuis 1800 dans le monde. La plus vieille, c'est la Cleveland Foundation, qui est maintenant à 2,5 milliards. Donc, elle a commencé en 1914, lorsque c'était la troisième plus riche ville aux États-Unis. C'était là que les Rockefeller avaient une partie de leur empire et ainsi de suite. Et ils ont décidé, c'est des donateurs locaux, des chefs de file qui ont décidé, des projets à gauche puis à droite, créons une fondation qui serait là pour le bien de la région de Cleveland à long terme. Donc, avec le temps, ça a maintenant grandi à 2,5 milliards d'actifs et donne plus de 80 millions par année en subventions à la région de Cleveland. C'est très important, surtout quand il y a eu les crises économiques et les crises du logement et ainsi de suite. Euh, la Fondation Cleveland, dans plusieurs cas, a donné plus d'argent à la communauté que les taxes municipales. Donc, c'est important de voir la fondation communautaire comme l'impact à long terme. Et de loin, la plus grosse fondation communautaire au monde, c'est le Silicon Valley Community Foundation, avec 13,5 milliards. Les Mark Zuckerberg de ce monde qui ont donné plus de 6 milliards en actifs dans ce qui est maintenant Meta et ainsi de suite. Euh, on va expliquer un peu tantôt qu'est-ce que ça a de l'air. Mais quand on regarde au niveau du Canada, ben, il y a plus de 90% des collectivités canadiennes qui ont accès à une fondation communautaire et un peu plus de 6 milliards en actifs, dont la très grande majorité est gérée par les 13 plus grosses fondations communautaires au Canada, qui se retrouvent dans bon, ça, c'est pas surprenant, là, dans les capitales provinciales et ainsi de suite, sauf pour en Alberta, où est-ce qu'il y a Edmonton et Calgary. Quand on regarde au Québec, les fondations communautaires sont beaucoup moins connues. La réalité, c'est que ça revient à plusieurs différents aspects qu'on ne rentrera pas maintenant, mais
comme M. Marion a mentionné tantôt, il y a eu des programmes dans le passé qui visaient la croissance, la mise en place des fondations communautaires. La première était Québec Philanthrope en 89, Grand Montréal ensuite, et ainsi de suite. Nous, en Outaouais, les initiatives ont l'incorporation comme organisme OSBL était en 2017. Et on vient juste d'avoir notre statut d'organisme de bienfaisance. Donc, on est un intervenant local pour les fondations communautaires pour plusieurs des projets. On a notre statut d'organisme de bienfaisance, mais on n'a même pas fait notre lancement officiel encore. Et comme M. Marion a mentionné, eux travaillent avec la Fondation du Grand Montréal. Nous, on a travaillé avec la Fondation communautaire à Ottawa pour nous aider avec notre encadrement au tout début. Donc, notre lancement devrait arriver probablement avril ou mai officiellement, mais on a déjà des fonds qui sont attitrés à l'Outaouais, qui sont établis à la Fondation communautaire à Ottawa. Puis ça sert à quoi une fondation communautaire? Ben, il y a plusieurs rôles. Euh, de notre point de vue, ce qu'on voit, c'est vraiment, on veut connaître et adresser les enjeux dans la région. Les fondations communautaires peuvent offrir une panoplie d'outils, surtout aux petits organismes caritatifs qui n'ont pas la structure. Donc, il y a très peu de petits organismes qui vont accepter des actions cotées en bourse ou des actions accréditives, par exemple. Donc, les fondations communautaires peuvent utiliser ça et ensuite travailler avec la communauté pour les subventions qui s'en tirent. Il y a plusieurs entreprises ou individus qui ne veulent pas se faire approcher à gauche et à droite, donc ils vont consolider leur philanthropie au travers d'un fonds à la Fondation communautaire locale. Euh, on promouvoit le développement de la culture philanthropique, donc les présentations comme aujourd'hui pour démystifier fait partie de notre mandat. Et euh, il y a pour plusieurs fondations, il y en a qui vont établir des fonds au sein de la fondation communautaire parce que comme ça, ils peuvent se départir de leur propre comité de placement ou apprécier plus, avoir des meilleurs résultats au travers d'un portfolio global. Les autres choses, c'est bien certain, il y a la stabilité et plus de déboursement dans la communauté. Ça permet aux gens de créer des fonds qui s'y rattachent spécifiquement à leurs intérêts ou consolider les choses. Il y a plusieurs gros donateurs, ou du moins dans mon expérience, quand j'ai travaillé à la Fondation communautaire d'Ottawa, où est-ce qu'ils veulent être anonymes. C'est certain, on aime ça être capable de célébrer les donateurs dans la communauté parce que ça peut inciter d'autres à devenir des donateurs, mais je ne vous le cacherai pas, il y en a plusieurs qui veulent être anonymes parce qu'ils ne veulent pas être sollicités de gauche à droite ou ils ont peut-être juste pour des raisons religieuses des fois ou pour des fois pour juste des raisons de perception. Ils veulent contribuer de façon anonyme. Si tu es un gros donateur et tu as une fondation privée, c'est possible de voir c'est qui sur le CA et ainsi de suite. Et si c'est la fondation Brunette, puis tu as trois personnes qui s'appellent Brunette autour de la table, c'est assez facile de savoir d'où vient l'argent. Puis puisqu'on peut voir les détails de la fondation. S'il y a la fondation Brunette et tu as 36 millions, il n'y en a pas, je vous le dis tout de suite, mais s'il y a 36 millions, ben, ça donne une bonne idée de la capacité de la personne. Donc, il y en a qui décident de travailler au travers de la fondation communautaire parce que les créateurs de fonds vont être aussi visibles ou protégés qu'ils le veulent. Et ensuite, les fondations communautaires ne visent pas à prendre de l'argent des organismes locaux. Vraiment, ils veulent être en arrière-plan et vraiment offrir et mettre plus d'argent dans la communauté directement ou indirectement, mais c'est vraiment agrandir l'assiette philanthropique, si on veut, plutôt que la diviser. Et nous, ben, en Outaouais, par exemple, tu sais, on ramasse l'information, on veut créer des liens avec tous les porteurs de dossiers similaires. On veut permettre à l'Outaouais de réaliser son plein potentiel. C'est en tant que quelqu'un qui vient de la région ici, c'est de valeur de voir que c'est considéré en région souvent et même ignoré par les grands bailleurs de fonds. Donc, on veut permettre aux organismes vraiment de rayonner. Encore les collaborations, on veut renforcer la capacité de développement durable des organismes et les collectivités, puis on veut juste appuyer des causes. Donc vraiment, grosso modo, on veut améliorer la qualité de vie en Outaouais. Et ça tire à sa fin. Ce que ça permet de faire aussi, c'est comprendre que les fondations communautaires, c'est énormément diversifié. C'est pas tout le monde et c'est pas toutes les fondations communautaires qui ont toute cette structure-là, mais grosso modo, comment que ça fonctionne, c'est que la fondation communautaire est établie sous la forme de différents fonds qui permettent aux gens de travailler et d'avoir un impact comme ils veulent. Donc,
les fonds sans restriction, c'est quelqu'un qui se réveille un matin et qui dit, ah, j'aimerais contribuer au bien de l'Outaouais ou des Laurentides ou de la région de Québec et ensuite, et donne de l'argent à la fondation communautaire pour optimiser et mettre sur le terrain en fonction des besoins. Donc, la décision ultime de comment utiliser cet argent-là revient à la fondation communautaire. Les fonds à vocation générale, c'est dans le même sens, sauf que c'est quelqu'un qui dit, ah, moi, je veux appuyer les arts en Outaouais ou je veux appuyer tu sais, les programmes pour les aînés dans l'Anaudière, par exemple. Donc, tout ça vient à jouer un rôle, mais c'est encore une fois la Fondation communautaire, par son expertise et son écoute des besoins de la communauté qui décide où l'argent va. Puis c'est beaucoup des programmes fédéraux. Quand ça passe par les fondations communautaires et par extension, des fois, le chantier au Québec, c'est dans ce contexte-là de voici de l'argent pour telle région, à vous de trouver les projets. Les fonds orientés par les donateurs, c'est de loin le plus populaire. C'est l'équivalent d'une fondation privée, mais sans tout le fardeau administratif. Donc, c'est estimé que pour avoir à la base une fondation privée, il faut à peu près 2-3 millions pour fonctionner. OK? Puis ça inclut tout le coût administratif et gouvernance. Créer un fonds orienté par les donateurs, du moins en Outaouais et à Ottawa, c'est 5 000 sur 5 ans. Donc, ça permet de démocratiser beaucoup la philanthropie et de bâtir une culture philanthropique en donnant les gens accès à la structure sans avoir un frais d'entrée très, très haut. Des fonds désignés par les donateurs, ça, c'est vraiment transactionnel. C'est voici de l'argent, voici, on va dire, 100 000 puis il y a 5 000 qui va sortir par année à peu près, et voici les 5 organismes, boum, 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 puis jusqu'à avis contraire, continuez juste à envoyer de l'argent. Ça, c'est les donateurs que soit qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent envoyer, puis c'est juste une question de, pour simplifier leur vie, consolident leurs dons au travers de la fondation communautaire, ou veulent établir quelque chose suite à leur décès, ou est-ce que, bon, j'ai appuyé tel organisme pendant mon vivant, je veux continuer à le faire, voici l'argent pour prendre soin de mes organismes, puis puisque la fondation communautaire s'en occupe, c'est le petit organisme sur le terrain, n'a pas besoin de stresser avec ça et avoir un programme de financement séparé. Le deuxième plus populaire, je dirais, c'est les fonds d'organismes. Donc, si les entités ont le statut d'organisme de bienfaisance ou de d'autres donateurs reconnus, les fondations communautaires peuvent établir des fonds. Donc, ça devient comme un fonds désigné, mais l'argent retourne juste à l'organisme. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet à l'organisme de mettre l'argent avec la fondation communautaire, c'est investi, ça permet d'avoir tous les bienfaits d'avoir un fonds de dotation, mais sans tout le fardeau administratif et le stress de choisir où placer l'argent et la structure autour de ça. C'est important de réaliser aussi que dans ce cas-là, c'est un transfert d'argent. Donc, l'argent transfère de l'organisme caritatif à la fondation communautaire, ce qui veut dire que ça n'apparaît pas nécessairement, ça n'apparaît plus dans les livres de l'organisme. Ça peut être un bienfait, ça, quand il approche des donateurs, les donateurs ne sont pas accablés par le fait qu'il y a 1 million en réserve, parce que expliquer pourquoi c'est important d'avoir un fonds de dotation, des fois, ça l'enlève du message principal du besoin urgent quand ils voient qu'il y a un fonds de dotation. Mais la plus grande raison de faire un fonds d'organisme, c'est justement pour prendre avantage des compétences des gens autour de la table. Et placement d'impact, encore une fois, il y a plusieurs fondations communautaires qui sont des leaders dans ce côté-là, c'est prendre partie du portfolio et l'investir dans la communauté. Donc, ce n'est pas un fonds caritatif, ça, du point de vue des organismes, mais pour les donateurs, eux peuvent établir un fonds avec la stipulation que c'est pour être utilisé comme placement d'impact. Et la fondation à Hamilton était un des grands leaders grâce à ça. Je pense, si je me souviens bien, c'était un 40 millions qui avait été donné par un couple pour vraiment créer un portfolio d'impact. Et ensuite, les derniers points, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de flexibilité par rapport à la structure des fonds. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui le font comme ça, mais les grandes catégories, c'est les fonds de dotation. De loin, le plus populaire modèle où est-ce que de l'argent est placé avec la fondation communautaire, c'est investi et c'est une partie des retours sur les investissements qui sont
remis à la communauté à chaque année. Donc, on parle, tu sais, s'il y a un 100 000 qui rentre, ben, sur 20 ans, il y a un 100 000 qui va ressortir, puis le fonds va être encore à 100 000, peut-être même un peu plus, parce qu'il va avoir grandi. Donc, c'est la perpétuité, l'impact à long terme de la philanthropie des gens. Les fonds à durée déterminée peut être établi pour différentes raisons, mais ça va agir comme un fonds de dotation pour une période de temps, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et suite à ça, il va y avoir d'autres choses. L'exemple le plus concret pourrait être un donateur qui veut appuyer un nouveau logement avec un organisme caritatif, par exemple, mais ils savent que ça va prendre un autre 5 ans avant que le plan d'affaires et les plans des ingénieurs et des architectes soient prêts, mais ils ont besoin d'un reçu d'impôt maintenant, ben, ils pourraient dire, ben, gars, moi, je vais mettre tu sais, 1 million avec la fondation communautaire dans un fonds sur 5 ans. Pendant 5 ans, l'argent peut générer des intérêts qui sont contribués et vont à l'organisme. Mais quand le plan va être prêt dans 5 ans, ben, le fonds peut fermer et le capital entier va être envoyé à l'organisme pour payer pour leur nouvelle bâtisse, par exemple. Donc, encore une fois, c'est un outil philanthropique qui permet aux donateurs et aux organismes d'avoir une place à placer l'argent plutôt que juste le rester à la caisse locale. Fonds épuisement de capital, ça, il y en a qui n'ont pas d'intérêt au côté perpétuité. Il va y avoir un impact seulement de leur vivant. Donc, on va dire, voici 100 000 on dépense 10 000 par année jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. Fait que sur 10 ans, l'argent rentre et sort. Et ça répond aux besoins et désirs de la personne. Et en transit, c'est moins commun, mais ça, je dirais, c'est plus le modèle style Centraide où est-ce que l'argent rentre et sort immédiatement. Les deux, modèles que je dirais pour ça, il y en a des fois, surtout les donateurs aînés que j'ai rencontrés, ils ne veulent pas traîner, faire 30 chèques. Donc, ils vont peut-être établir un fonds, mettre 10 000 dedans et donner une liste à la fondation communautaire disant voici les organismes que j'aimerais appuyer cette année. Donc, l'argent rentre et consolidé, c'est la fondation communautaire qui envoie les subventions. Des fois, c'est pour simplifier leur paperasse, des fois, c'est pour être anonyme, plusieurs autres raisons. Mais il faut aussi juste mentionner que souvent, les autres types de fonds ont un compte en transit qui est attaché ou un compte chèque, si on veut. Donc, moi, par exemple, j'ai un fonds à la Fondation communautaire Philanthropie Outaouais et ça permet de contribuer vers le fonds de dotation qui grandit tranquillement pas vite à chaque mois, mais il y a une partie de mon don qui est aussi mis dans le fonds en transit. Donc, à la fin de l'année, l'argent que moi et ma famille, on se met ensemble pour décider, c'est l'argent qui est sur les retours sur le fonds d'investissement et l'argent que j'ai mis directement en transit dans le fond. Donc, ça me fait une combinaison des deux. Puis, on va dire, on a 800 ben, moi, je choisis 200, mon épouse choisit 200, puis chacun de mes gars choisit 200. Puis, c'est comme ça que dans la famille, on passe les valeurs philanthropiques et on les habitue à avoir cette réflexion-là. Parce qu'au bout de la ligne, chaque personne, c'est une décision très personnelle qui donne, tu sais, 1000 à 100 pièces à 10 organismes ou 1000 à un organisme, c'est pas à moi de décider où est-ce que ça va. C'est pour ça que les décisions avec les donateurs sont très, très, très personnelles et très confidentielles aussi. Donc, tout ceci dit, je voudrais sur le piton que je voudrais. euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? OK. Je vais fermer les diapos et on va revenir pour que M. Marion puisse parler peut-être un peu plus des exemples spécifiques dans les Laurentides de la Fondation communautaire, s'il y a d'autres questions. Oh, je vois des questions. Euh, OK. Donc, la question, oui, cherrydata.ca, je vais le mettre dans le chat. C'est un très bon outil. Et c'est créé par Bloomberg Siegel, qui est Bloomberg Professional Corporation, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en organismes caritatifs. C'est en anglais seulement, je vais vous le dire, mais ça prend l'information publique de l'Agence de revenus du Canada et permet de filtrer tout avec des mots-clés. Je regarde la prochaine question. Euh, OK. Evelyne, vous avez une question? Oui, mais c'est quand même une question générale, fait que ça peut peut-être attendre à la fin. OK, c'est parfait. Puis,
Quel bénéfice pour un organisme de faire appel à une fondation communautaire versus une banque concernant le placement en dotation ou sur du moyen et long terme? Ben, ça revient à la question de est-ce qu'on veut travailler avec des organismes qui sont là pour la communauté ou est-ce qu'on veut juste donner de l'argent qui va finir par être tu sais, le pourcentage des réinvestissements et tout va aller aux investisseurs. Fait que il y a plusieurs raisons. Souvent, il y a aussi la question de euh, la question qui se rattache à ça souvent, c'est est-ce que euh, le, le retour sur les investissements, par exemple, est comparable? Ben, ça dépend du portfolio et le niveau de risque, et ainsi de suite, mais travailler avec la fondation communautaire, c'est souvent un portfolio. C'est mettre l'argent dans la fondation communautaire à Montréal, par exemple, on va dire que c'est dans un portfolio de 400 millions, ben, c'est beaucoup plus diversifié que le mettre dans un 50 000 à la caisse locale pour investissement. Donc, il y a ce point-là. Il y a aussi la question, il y a beaucoup d'organismes comme les TD Private Giving, Scotiabank Aqueduct, RBC, Mackenzie, ils ont tous des fonds orientés par les donateurs. Ça, c'est parce que les banques et instituts financiers ont réalisé il y a quelques années que hey, si on continue à gérer l'argent philanthropique, ça nous fait plus d'argent dans nos poches. Donc, ils ont créé tous ces fonds-là, qui est une réalité. Puis, honnêtement, je ne le cacherai pas, ça fonctionne pour certains donateurs qui sont très prescriptifs parce qu'ils peuvent aller voir leur conseiller puis dire, OK, c'est quoi, tu sais, on va dire, je vais à la banque RBC puis je vais dire, ah, tu sais, c'est quoi, combien j'ai dans mon compte personnel, j'ai combien dans mon compte corpo, puis j'ai combien dans ma fondation. Mais là, il peut avoir toute l'information à une place. Mais le contraire de ça, c'est le savoir local n'est pas nécessairement là. Fait que si vous allez voir votre conseiller financier à la banque RBC puis dire, ah, j'aimerais vraiment avoir un impact sur la jeunesse et l'environnement en Outaouais, qu'est-ce qui est là? Eh bien, ils vont dire, ben, c'est bon pour vous, mais je ne peux pas vous aider. Tu sais, fait que c'est là l'avantage, la plus-value des fondations communautaires et la connaissance locale. OK? Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, j'en vois pas d'autres. Mais oui, j'imagine que vous pouvez avoir accès à l'enregistrement. Mais je vais laisser Evelyne ou Amélie s'occuper de ça après. Et je vais tourner la parole à M. Marion qui va rentrer en plus de détails des exemples concrets, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non? À vous la parole. Merci beaucoup, Daniel. Je pense que c'était vraiment très complet là, comme présentation, super intéressant. Pour tout l'assimiler, je pense qu'il va falloir justement réécouter l'enregistrement. Euh, bon. Alors, merci. Euh, Moi, ma présentation, j'ai pas de diapo, là. Je fais ça très simplement. Je vais vous donner des exemples de ce qui se passe un peu dans la Fondation Philanthropie Laurentide. Faut dire aussi que nous, pourquoi, parce que j'ai dit tantôt qu'on était affilié à la Fondation du Grand Montréal, c'est parce qu'on veut aussi éventuellement devenir autonome, là. On ne veut pas que ça soit à perpétuité avec la Fondation du Grand Montréal. Si on veut être autonome puis aider mieux les organismes des Laurentides, ben, à ce moment-là, il faut qu'on ait les fonds pour. Alors, pendant ce temps-là, on reçoit un appui de la Fondation du Grand Montréal, mais on vise qu'avec des fonds de dotation de 10 millions, à ce moment-là, on va pouvoir être autonome, comme la Fondation Lanaudière, par exemple, je pense qu'ils sont à 8 ou près de 10 millions, eux autres aussi, puis là, ils ont du personnel, puis sont autonomes. Le premier exemple que je vais donner, c'est un exemple dans le domaine de la conservation parce que c'est un organisme d'économie sociale. C'est la création d'un fonds euh, pour la conservation. C'est l'Institut des territoires qui a créé un fonds chez nous et puis qui veut grossir ce fonds-là parce que eux, l'Institut des territoires, c'est que c'est des espaces protégés au niveau des territoires, là, dans différentes villes des Laurentides. Il y a Éco-Corridor aussi qui en fait aussi de la protection de territoire et de la conservation. Eux, ils veulent éventuellement créer un fonds chez nous, mais le fonds de l'Institut des territoires va servir pour la conservation des espaces qui sont acquis par l'organisme, qui sont souvent donnés soit par des donateurs privés ou bien par ou c'est des villes qui peuvent demander qu'un tel espace soit conservé. Alors, c'est
Il y a aussi l'Institut des territoires encore, qui est un organisme d'économie sociale, euh, nous a présenté un autre organisme, mais qui n'est pas un organisme d'économie sociale, c'est les forêts de seconde vie. Mais c'est la même chose aussi. Eux, ils veulent à perpétuité protéger des espaces, les arbres, la région. C'est l'ancien golfe de Sainte-Sophie. Et c'est là qu'il va y avoir, ça a commencé, là. Il y a un cimetière un peu vraiment particulier, là, très, très, très avant-gardiste. Euh, je pense que, bon, alors eux aussi vont créer des fonds. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que pourquoi on veut créer un fonds à Philanthropie Laurentide, c'est parce que l'organisme ne veut pas gérer eux-mêmes les fonds, ne veut pas faire les placements. Tu sais, ça prend toute une équipe pour faire ça. Moi, personnellement, je siège sur un comité de placement pour les fonds de retraite pour la ville et pour les policiers de la ville de Saint-Gérard. Ça prend vraiment des experts, des bons conseillers pour pouvoir placer tout cet argent-là aux endroits appropriés pour que ça rapporte le plus. Alors, ça demande toute une gestion interne. J'ai fait des représentations, par exemple, auprès du Cégep de Saint-Jérôme, qui se demandent, ils sont en questionnement, eux, est-ce qu'ils veulent gérer leur propre fonds? Ils veulent créer un fonds de dotation, est-ce qu'ils vont le gérer eux-mêmes ou ils vont nous confier ce fonds-là? Ben, c'est la grosse question. Peut-être la Fondation du Cégep peut le faire, ils ont peut-être plus de possibilités, mais pour les plus petits organismes, de nous confier ça à Philanthropie Laurentide, c'est vraiment plus avantageux, disons. Pendant ce temps-là, les conseils d'administration peuvent plus s'impliquer dans la recherche de financement, comme on parlait tantôt. Ça les libère de ça. Euh, pour les organismes, Daniel le dit tantôt, une fois que les organismes d'économie sociale sont bien gérés, bien établis, tout ça, et puis ont de l'argent pour faire face aux imprévus, mais qui ont un montant d'argent important qu'ils veulent placer. Il y a un actuaire qui me posait la question la semaine passée, est-ce qu'on peut faire des investissements chez vous? Mais bon, j'ai corrigé un peu, là. C'est pas un investissement, c'est un don. Ce qui est géré par nous, c'est des dons. C'est sûr que c'est bien investi chez nous, mais c'est des dons. Euh, mais là, je viens de m'égarer parce que je commençais à parler d'un organisme. J'ai parlé de Forest, oui, pour un organisme d'économie sociale. Une fois que vous avez de l'argent que vous voulez investir, vous avez reçu un don important, un don majeur, un legs testamentaire. À ce moment-là, c'est là qu'on peut intervenir et puis s'occuper de ce montant-là. C'est sûr que ce qui nous intéresse surtout, c'est à perpétuité parce que le fonds, le capital reste toujours le même et puis on réinvestit dans votre organisme les montants qui sont générés, les revenus qui sont générés. Euh, on est allé, les membres du conseil d'administration, à leur demande, on est allé rencontrer deux personnes, euh, je dirais âgées, ils étaient à peu près dans mon âge, là. Ça fait que des jeunes qui pensent déjà à euh, leur legs testamentaire. Fait que ces deux personnes, c'est ça, dans les 70 à peu près, qui disaient, nous, on a un terrain, on a des bâtisses sur le terrain, on a tout ça. On veut faire un legs testamentaire, mais pas à un organisme qui va peut-être disparaître dans 3 ans, tu sais. À ce moment-là, ben, ils s'adressent à nous, puis ils nous disent, nous, on veut créer un fonds qui va être dédié pour là, je ne vous dis pas le cas ou l'organisme qui est précisé, mais parce qu'ils ne savent même pas encore, mais c'était dédié pour eux. Alors, donc, la notaire m'a appelé la semaine suivante demandant des informations. Les notaires ne nous connaissent pas.
Les gens qui font des conseillers fiscaux ne nous connaissent pas non plus. Ils ne savent pas tous les avantages que peut procurer un don, puis les avantages même au niveau de bénéfices au niveau des impôts et tout, c'est important. Alors, si je prends comme exemple, ça peut très bien être un de vos organismes d'économie sociale qui était visé par ces personnes-là qui veulent faire un don. Mais nous, à partir de ça, à partir du moment où on reçoit des terrains puis des maisons, la première chose à faire, c'est des vendre, là. On, c'est pas, on s'occupe pas de conservation, c'est les organismes, comme j'ai dit tantôt, Institut des territoires ou Éco-Corridor Laurentide, qui s'occupent de conservation. Mais nous, à ce moment-là, on vend les terrains, tout ça. C'est cet argent-là qui est mis dans un fonds de dotation qui est dédié à l'organisme ou aux organismes qui sont importants pour les donateurs. Euh, on a un autre fonds aussi qui a été créé par la Table des aînés des Laurentides. Ça aussi, c'est pour justement aider l'organisme. Ça a été créé grâce à un don de la Fondation Saputo, donc qui passait par nous pour pouvoir aider cet organisme-là dans les Laurentides. Euh, Moi, c'est ça. Ce que je peux. Il y a quelque chose, j'écoutais la semaine dernière quelqu'un qui disait moi, je donne 5 piastres à un, je donne 20 piastres à l'autre, je donne 30 piastres, tout ça. Mais tout ça, si on met ça tout ensemble, parce qu'à chaque fois qu'il donne cet argent-là, il ne reçoit pas de reçu de bienfaisance. Mais s'il fait un don plutôt substantiel, qui calcule tout ce qu'il donne aux 2 piastres, 3 piastres, 5 piastres, et puis qui peut recevoir un don c'est-à-dire un reçu de bienfaisance. Pour les personnes, oui, il y en a que c'est important pour qui le reçu de bienfaisance est important. Fait que on peut aider, on peut conseiller en tout cas plusieurs organismes. Là, moi, c'est ça, je préfère, c'est sûr, fonctionner par les questions. Euh, je ne sais pas, c'est très succinct ce que j'ai donné comme exemple. J'ai parlé en premier aussi du Musée d'art contemporain des Laurentides, qui a un fonds qui aide. Et puis le fonds, écoutez, ça fait longtemps qu'il aurait été épuisé parce que là, les gens, là, ça aide hein, à convaincre des donateurs, de leur dire, bon, ben là, votre argent, tu sais, quand tu donnes 100 000 et puis qu'au bout de 3 ans, il ne reste plus rien, c'est sûr que ça a passé dans des choses qui étaient peut-être essentielles, mais qui n'étaient pas durables nécessairement. Tandis que là, ce fonds-là est durable, puis il va être utilisé à plus long terme. C'est la pérennité. C'est ça que les gens veulent aussi quand ils font des legs, quand ils font des dons après leur mort. Tout ça, ils veulent aussi qu'il y ait une pérennité que leur argent soit profitable à très long terme. Moi, je suis très mauvais pour lire les questions dans le chat. Euh, je En- m'excuse si. non, en fait, Peux-tu j'en les vois lire? pas. Oui, c'est ça. J'en vois pas pour l'instant. Je vois Daniel qui a mentionné peut-être de parler de la loi 30, peut-être rapidement, Daniel. Oui, bon, bon non, c'est pas ça. Que moi, je parle de la loi 30, ou tu vas en parler, Daniel, parce que, écoutez, ce qui arrive, c'est que les argents qu'on a reçus du fédéral, il y en a à un moment donné qu'on ne pouvait pas vraiment donner aux organismes. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais mentionner. C'est Ouais. il y a le provincial qui s'inscrit entre le fédéral. C'est sûr, moi aussi, je suis un nationaliste. Tout ça, j'aime pas ça quand le fédéral vient avec ses gros sous, mais par contre, c'est notre argent en tant que Québécois. Alors, le M30, ça empêchait le fédéral, ou ça empêche le fédéral de donner de l'argent directement à des organismes. Alors, c'est les fondations communautaires canadiennes, à chaque fois, doivent faire une entente avec le fédéral et le provincial. Puis ici, au provincial, c'était Sonia Lebel qui s'en occupait, son bureau directement. Euh, il, il y a des organismes à qui on ne pouvait pas donner l'argent à cause de la loi qui empêche le fédéral de donner de l'argent aux organismes directement. Alors, c'est pour ça que ça le ralentit. Est-ce que tu veux compléter, Daniel?
Oui, oui, ben, c'est une très bonne explication, mais juste pour faire du pouce, c'est si votre un organisme qui est financé à plus de 50% par le gouvernement du Québec, la clause qui a été mentionnée vient en lieu. Donc, vraiment, ça fait partie de la vision de maître chez nous, ou est-ce que pour minimiser l'interférence du fédéral, en bon français, c'était une question où est-ce que n'importe quel argent du fédéral qui irait à un organisme qui a plus de 50% financé par la province, ça serait, ça doit passer par le Conseil du Trésor, si je me souviens bien. C'est ça. Ça doit passer par le gouvernement du Québec, plus ou moins, puis avoir C'est l'approbation ça. de faire. Comme Donc, ça, Fondation communautaire du Canada interagit beaucoup avec les intervenants par rapport à ça en amont des différents projets. Mais tu sais, c'est juste bon à savoir que des fois, il y a ça qui retarde un petit peu. Ça bloque pas, mais ça retarde souvent l'attribution d'argent au Québec. Mais vous pouvez faire confiance à la Fondation communautaire du Canada qui travaille fort pour débloquer tout ça. Puis juste pour faire du pouce sur quelque chose d'autre qui a été mentionné, souvent les fondations communautaires sont apportées ou sont invitées à participer à des discussions à différentes étapes avec différents intervenants parce que c'est neutre. Si j'ai quelqu'un qui veut, je sais pas moi, appuyer les projets pour les aînés, ben, soit que je peux en discuter avec la fondation communautaire locale, puis avoir le sens des choses, et eux vont ensuite chercher l'info et reviennent. Ou euh, tu sais, c'est très différent qu'avoir un appel puis dire OK, bon, toutes les tables, tous les gens impliqués avec les intérêts pour les aînés, venez à une rencontre, puis là, tout le monde se bataille pour la même argent. Tu sais, c'est l'esprit collaboratif et c'est la neutralité de la Fondation communautaire qui lui permet d'être dans ces discussions-là pour vraiment viser les besoins et harmoniser ça avec les intérêts des donateurs. L'autre chose que je pourrais mentionner, puisqu'il n'y a pas de questions en ce moment, c'est très important. Quand on parle d'une communauté philanthropique en santé, on parle d'une fondation communautaire forte, un centre-aide fort, puis un organisme qui coordonne les bénévoles. C'est vraiment je- euh, les trois piliers, si on veut, d'une communauté philanthropique forte. Euh, je dirais dans peut-être 50% des cas, les fondations communautaires travaillent très proches et de concert avec les centres-aides locaux, mais dans certaines communautés, c'est vu en compétition, qui est très malheureux, mais c'est la réalité juste parce que souvent, il y a des mauvaises compréhensions ou des fois, c'est vu comme étant la même argent, mais la majorité des fondations communautaires, c'est là en dotation à long terme quelques gros donateurs ou des initiatives particulières puis ils peuvent permettre d'appuyer n'importe quel organisme caritatif. Les centrailles ont un rôle très important à jouer parce que c'est surtout les services sociaux et les besoins immédiats dans la communauté. Donc, c'est l'avantage de tous de travailler ensemble. Puis, je dois dire, en Outaouais, au moins, on a cette bonne relation-là. Dans les Laurentides aussi, je pense que c'est complémentaire comme rôle. D'ailleurs, sur notre conseil d'administration, on vient d'accueillir la directrice de Centraide de Laurentides et on a depuis le tout début la directrice de Centraide Haute-Laurentide et Outaouais aussi, je pense, Haute-Laurentide et la région. Voilà, ça fait qu'on a ces deux personnes-là avec qui on travaille et puis on s'entend très bien aussi quand il s'agit de distribuer des sommes. Là, on a chacun nos mandats spécifiques. Je vois le temps qui passe. Il resterait quelques Oui. minutes à peine. Est-ce que, donc, je donnerais peut-être la parole à l'Assemblée. Y avait-tu une question? Je sais qu'Evelyne, de ton côté, avait peut-être une question plus générale. Oui, ben en fait, la question provient de ma collègue Joëlle qui a dû quitter, mais dans le fond, que peut faire Philanthropie Laurentide et Philanthropie Outaouais pour les entreprises d'économie sociale? Et pour nous, dans le fond, je pense que c'est un peu une question de comment collaborer ou comment est-ce qu'on peut, c'est ça, se côtoyer. Ben, c'est sûr qu'en développant la philanthropie, ça retombe sur tous les organismes, là. Le mois de novembre, c'est le mois de la philanthropie, entre autres, là, mais je pense que c'est le 15 novembre, la journée de la philanthropie. Alors, disons que quand on travaille, ben là, il y a des retombées sur les autres organismes. Puis concrètement, ben ça dépend de votre organisme aussi. Pensez
bon, il y a un organisme dans la région qui est en train de réfléchir aussi s'ils vont nous confier des argents parce qu'ils n'ont pas de projet de bâtir une maison, tout ça, mais ils ont quand même un capital intéressant. Et puis, comme l'a mentionné Daniel aussi, il y en a qui n'aiment pas ça. Écoute, je me suis fait poser la question la semaine passée par un administrateur d'un OBNL sur lequel je siège. Lui, il disait, ah, il me semble que les organismes n'ont pas le droit d'avoir de l'argent de côté. Tu sais, c'est vraiment une méconnaissance des organismes, là, parce que, au contraire, ça donne la bonne santé, ça montre la bonne santé de l'organisme aussi quand il y a des réserves et puis même quand il y a un petit peu plus d'argent de côté. C'est très bon. Il y en a qui peuvent ne pas aimer ça. C'est pour ça aussi qu'on peut gérer ces fonds-là et ça n'apparaît pas, comme disait Daniel, dans les états financiers de chacun des organismes. Et si une entreprise d'économie sociale n'a pas de réserve, est-ce qu'elle peut bénéficier justement des services des fondations communautaires ou au-delà des fonds de Disons, dotation ou de, tu sais, ben là, on parlait l'autre tantôt aussi des subventions que vous avez octroyées là, via la Fondation communautaire Canada, mais au-delà de justement une entreprise qui aurait peut-être moins de fonds puis pas de fonds de dotation nécessairement à devenir ou ben écoute, s'ils font des campagnes de financement et puis qu'ils veulent inciter les donateurs à, à ce que ça aille dans un fonds de dotation, un fonds dédié ou à l'organisme même, tu sais, autrement dit, on peut, les retombées vont être là aussi. Caroline, tu Euh, as levé la main. Oui, C'était un petit Caroline. peu dans la même veine, là. C'était pour identifier comment, dans le fond, une entreprise d'économie sociale pouvait avoir accès à du financement à Philanthropie Laurentide. Mais là, dans le fond, ce que je comprends, en tout cas, c'est Ben, pas disons, clair pour moi, en bref. non, c'est ça, c'est que, bon, si on regarde la Fondation du Grand Montréal, eux, ils ont des fonds qui distribuent, tu sais, des bourses, tout ça, ils font des concours et tout. Nous, actuellement, on n'a pas ce type de fonds-là. C'est seulement quand on reçoit de l'argent du fédéral, ou là, jusqu'à présent, c'était du fédéral, là, qu'on peut en redistribuer comme ça. Mais à part ça, on n'a pas de bourse qu'on peut offrir pour l'instant. Donc, si je peux faire du pouce là-dessus, juste avec le Merci. 30 secondes qui reste, oui, la réalité, c'est que les fondations communautaires travaillent beaucoup plus avec les organismes de bienfaisance enregistrés parce que c'est la réalité du monde caritatif. Comme M. Marion a mentionné, dans certains programmes du gouvernement fédéral, que ça allait passer par Fondation communautaire du Canada ou le chantier, on parle du programme de préparation et d'investissement ou le fonds de relance, et ainsi de suite. Des fois, les règles le permettent de subventionner. Et au sens large, le gouvernement réalise de plus en plus que, il y a beaucoup d'organismes à vocation sociale, d'entreprises sociales, entre autres, qui font du très bon travail sur le terrain sans avoir le statut d'organisme de bienfaisance. Donc, toute la question de financement est à regarder en ce moment, puis vous devriez entendre des changements aux règles qui vont permettre plus de flexibilité dans ce contexte-là. Mais à court terme, il y a aussi la question de savoir la puce à l'oreille de c'est quoi les programmes et d'en participer. Puis, si vous n'êtes pas certain, mais c'est possible de parler à nous deux ou à d'autres intervenants. Mais en tout cas, je vois le on dessus le piton, fait que je vais arrêter là, Amélie. Puis vous êtes les bienvenus de communiquer avec moi si vous avez des questions. Ben, Pareil pour merci. moi. Oui, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Monsieur Marion, pour cette riche présentation. Donc, en effet, si vous avez André. des questions, André, si jamais vous avez des questions, on va aussi de toute façon envoyer l'enregistrement à tout le monde qui est inscrit, ainsi que Daniel, tu disais que ton diaporama, en fait, ton PowerPoint va être disponible également. Oui, il est déjà dans la boîte courriel. OK, merveilleux, génial. Donc, ben, ça peut être juste une première étape parce qu'on pourra continuer à approfondir ensemble là, de vaste domaine de la philanthropie. Donc, Mhm. un grand merci encore pour votre présence, puis à tout le monde de vous être libérés cette heure de midi. Evelyne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je voulais simplement dire merci. Merci à nos invités. Merci à toi, Amélie, aussi, d'avoir mené la rencontre. Puis, c'était très intéressant. J'ai pris des notes. Puis, justement, je vais m'assurer de relayer l'information à mes collègues aussi. Ou sinon, je vais leur faire écouter la présentation aussi. Merci. Belle fin C'est bon. d'après-midi. Merci tout le monde. Merci. Bye Bye bye. bye. Bonne Merci, journée, au tout Bonne le journée. revoir. monde. Bye. Bye.
Bon, salut. Attends, je vais Allô? fermer. Ben, je sais pas si tu voulais qu'on se Oui. jase, là, mais tu sais, 30 secondes, j'ai qu'à arrêter.